Bonjour à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode de la brasserie du mardi. Bien entendu, on va revenir sur la qualification de l'équipe de Suisse pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et pour ce faire, on va joindre Daniel Visentini et Valentin Schnork de retour de Lucerne. On va aussi parler de la retraite de Tom Tom Luthi avec Jean-Claude Chertenheim qui a pu retrouver les paddocks ce week-end du côté de Valence. Et on va découvrir ce que va faire le Bernois pour son après-carrière. On va aussi parler avec Sylvain Bolt de ski alpin et du slalom parallèle qui a eu lieu le week-end dernier, une discipline qu'on espère ne plus jamais revoir. Bonne écoute, bonne brasserie du mardi. Je suis avec Jean-Claude Chertenleib, hein, ouais, parce que si la Suisse a vécu un grand moment de football, elle a vécu aussi un grand moment de motocyclisme, mine de rien, avec la retraite de son enfant chéri depuis presque 20 ans. Bah déjà, pour toi, qu'est-ce que ça te fait de voir ton Tom-Tom prendre sa retraite? C'est un grand bout de ta vie aussi. Ben oui, c'est 20 ans de vie quasi commune. Hein. Quand on l'a rencontré la première fois en 2002, j'étais pas à son premier Grand Prix en Allemagne. J'étais pas à son premier Grand Prix parce que j'avais d'autres devoirs en rédaction. On l'avait rencontré après à Brno. Et puis là, on a tout de suite compris que ce gamin avait quelque chose de particulier. C'est arrivé assez vite, hein, puis un peu de nulle part finalement, parce que il commence en 125, il gagne une course la deuxième saison, et puis à ce titre, dès la quatrième saison, c'est quoi, il avait 19 ans, c'est presque pas jeune maintenant si tu prends la Moto 3, mais vu de Suisse, c'est un moment hallucinant. Non, mais pour assister, il gagne pas la deuxième saison. Il fait son premier podium la deuxième Ouais, saison en Catalogne derrière Dani Pedrosa. Son premier Grand Prix, il le gagnera l'année du titre, en 2005, le Grand Prix de France. Mais c'est vrai que pour la Suisse, on n'avait jamais connu quelqu'un d'aussi jeune, déjà aussi brillant. On a vu, mais juste avant lui, il y avait eu Vincent Braillard, le fribourgeois, qui avait fait son premier Grand Prix, mais c'est pas du tout à ce niveau-là. Et là, tout de suite, à sa troisième course, c'était sous la pluie au Portugal. Alors c'est une course où il y a énormément de chutes et lui finit neuvième. Et la course suivante à Rio, il est quatrième sous la pluie quand il tombe, quoi. Donc c'était vraiment un phénomène, un petit peu comme ce qu'on a vécu cette année avec Acosta, rookie en Moto 3. Alors c'était un niveau un petit peu moindre, mais c'était phénoménal pour un Suisse. mais qu'est-ce qu'on se dit à l'époque, justement, cette saison du titre? On se dit, mais comment c'est possible, quoi? On connaît en Suisse, il n'y a pas de circuit, c'est compliqué de trouver des sponsors. Comment est-ce que ça se monte, cette affaire, finalement? Comment ça se monte enfin, ça se monte, c'est une série de hasards et puis de rencontres. Donc, si on refait un petit peu l'histoire, en début 2002, aux tests pré-saison à Grèce, un de nos confrères, un photographe suisse alémanique, découvre un camion d'un team tchèque, le team Elite, avec des plaques baloises. Et puis il se renseigne un petit peu, et puis il va voir dans le box, et puis c'est là qu'il découvre qu'il y a un monsieur Daniel Epp, qui est un Balois d'origine, établi en République tchèque depuis des années, qui est patron et propriétaire et sponsor de ce team. Et il lui dit, oui, mais pourquoi des coureurs tchèques et puis pas un pilote suisse? Et Daniel lui répond, mais parce que je ne connais pas, il y en a pas. Et ce confrère dit, ben moi, je peux te donner le nom d'un, c'est un dénommé Thomas Ruti, qui roule actuellement au championnat d'Allemagne, et il donne le numéro de téléphone de la maman de Tom, de Sylvia, et 10 jours après, il y a un téléphone à Linden, et puis l'histoire commence, et puis elle s'est poursuivie pendant 20 ans. Et Daniel, avec ses moyens, ensuite, avec ses contacts, va réussir à trouver du financement pour une carrière totale, complète. Puis bon, il a fait des petits après, entre guillemets, hein. Il y a eu quelques vocations qui ont été créées grâce à lui. Et il y a vraiment cette année 2005 qui est incroyable. Moi, j'ai cette image en tête avec de Thomas avec sa coupe de cheveux improbable
qui chope le prix de Suisse de l'année à Federer, ça fait couler tellement d'encre. Cette année est incroyable. Oui, c'était une année incroyable. Je me rappelle toujours, ça c'est très personnel, quand il gagne sa première course au Grand Prix de France, le premier message que je reçois, c'était celle de notre grand patron de l'époque qui s'appelait Théo Bouchard, qui était le patron de ce qui s'appelait encore Eddy Press Publication. Et puis, son message, c'est ça fait 3 ans que tu nous embêtes avec ton Tom Guti, bravo, tu avais raison. Voilà. Et après, le phénomène, ça a totalement explosé. Tom, au début, était plus populaire en Suisse romande parce que le matin était le seul média qui était encore présent sur tous les grands prix qu'en Suisse alémanique. Et après, alors, quand il y a son premier podium en Catalogne en 2003, les gens commencent à le découvrir. Pour après l'année du titre, c'est devenu en effet de la folie. Une folie aussi, tu l'as dit, grâce aux médias, grâce à Bernard Janvier aussi, on ne pouvait pas passer à côté, quoi. Non, on pouvait pas passer à côté. Et puis Bernard, on connaît, on se rappelle, son style était inoubliable, irremplaçable. Et puis je dirais très amicalement, heureusement qu'il était qu'on peut pas faire la même chose. Mais c'est sûr qu'il a aidé au phénomène. Et après, mais il y a aussi cette tradition médiatique. En Suisse spécialement, plus en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, où on a suivi les grands prix depuis quasiment toujours. Et ça, le grand public a découvert ce gamin. Imaginez les grands-mamans qui tremblaient en regardant ce gamin rouler et puis qui tombaient parfois de façon assez spectaculaire. On va passer vite quand même sur la suite de sa carrière. Il y a eu des difficultés, il y a eu des titres manqués de pas beaucoup finalement, mais quand même c'est 20 ans quasiment au plus haut niveau et il a touché le MotoGP. Oui, alors c'est 20 ans, Tom, avec ses 318 départs, c'était le 4e dans l'histoire des Grands Prix, derrière 3 Italiens qui sont Rossi, bien sûr, doit être désormais Dovizioso, et puis Capirossi, qui lui est déjà à la retraite depuis un bout de temps, cette longévité. Et en Moto 2, depuis 2010, chaque année, il était un des candidats au titre. Il a été 2 fois vice-champion du monde. Il y a eu des graves accidents, des courses perdues. Et puis, alors, il y a eu cette fameux épisode en MotoGP où finalement, il a beaucoup appris. Parce que quand on a une proposition pour aller en MotoGP, quand on est un pilote, on est obligé d'accepter. Malheureusement pour lui, cette année-là, la Honda n'était de loin pas la moto la plus facile à utiliser. Et il s'est retrouvé dans une équipe avec Franco Morbidelli, qui venait de le battre pour le titre mondial Moto 2 l'année d'avant, mais une équipe qui connaissait une crise terrible à ce moment-là, avec entre le propriétaire et le team manager qui avait fait des choses un petit peu étranges au niveau économique autour de l'équipe. Donc tout d'un coup, il n'y avait plus de tests. Enfin, c'était une année horrible, mais de cette année-là, il a appris encore beaucoup. Et le plus étonnant, et c'est Johan Zarco qui le disait encore ce week-end, le plus étonnant, c'est qu'après cette année à 0 point, il est redescendu en Moto 2. Beaucoup de ses confrères ont fait le même parcours, n'ont plus jamais réussi en Moto 2, et lui, directement, il est revenu. Et, enfin, malheureusement, ces 2 dernières saisons, donc 2020-2021, ont été un petit peu plus compliquées. Alors, c'est sûr que c'était un petit peu l'âge, c'était un petit peu les équipes qui étaient un petit peu moins bonnes. Et puis voilà, arrive un moment où il faut se rendre compte, dans une catégorie aussi compacte que le Moto 2, ben ouais, on est à 8 dixièmes. À l'époque, à 8 dixièmes aux essais, on était 5e sur la grille. Désormais, à 8 dixièmes, on est 22e sur la grille. Et maintenant, c'est quoi la suite pour Thomas? Alors, la suite, c'est des nouvelles fonctions. Bon, il va quand même essayer de prendre quelques jours de vacances. Il va devenir directeur sportif et coach du team qui s'appelait Bristol GP, qui était le team dans lequel courait le regretté Jason Dupasquier. Donc, il sera coach des pilotes directeurs sportifs. Parallèlement, il va s'occuper de la carrière de Noah Detwiller, qui est un jeune Balois qui roulera en championnat du monde junior. En espérant, bien sûr, pouvoir le former pour, pourquoi pas, revenir en Grand Prix en 2023. 2022, il n'y aura pas de Suisse en Grand Prix.
Ce qui est dommage parce qu'on a vu dans des autres séries qu'il y a du talent. Bah, Egerter, Kronarer, on les connaît, hein. Et puis, bah, Oui, j'espère que ça va pousser derrière, hein. absolument. Ben, Randy et Dominique, quelque part, ce sont ouais, les héritiers directs de Tom. Hein. Eux, ils ont vu. Tom a montré l'exemple. Hein. Yes Weekend, c'était la façon, je ne sais pas comment ça se dit en Emmentawa, mais c'était ça. Oui, c'est possible pour un Suisse d'arriver en Grand Prix. Et moi, je me rappelle toujours, j'ai ressorti récemment une photo où on a Tom tout jeune avec Randy Kroenacher encore plus jeune, et qui fait 15 cm de moins que lui. Maintenant, il en fait 15 de plus. Et ce jour-là, Randy me disait, mais de toute façon, c'est logique. Tom, il est en championnat d'Allemagne, il gagne le championnat d'Allemagne, il est devenu champion du monde. Moi, je gagne le championnat d'Allemagne, je vais devenir champion du monde. Alors, ça a mis du temps, c'était dans une autre catégorie, mais pour lui, c'était tout à fait logique. Donc, il a donné cet exemple-là. Bon, il y a un truc qui m'a grandement déçu quand même, c'est que bah, je me rappelle que j'étais gamin, le sidecar, c'était super important, on le voyait tout le temps à la télé. Et puis, bah, on a performé en sidecar cette saison et on l'a pas su, quoi. Oui, Marcus Schlosser est devenu le successeur 25 ans après de Rolf Billund. Il est même devenu le champion du monde de sidecar le plus âgé de l'histoire. Alors, le sidecar, à l'époque, enfin, les dernières années de Billund, c'était déjà un petit peu en parallèle, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une des catégories, même reine des Grands Prix. Et petit à petit, ça s'est joué sur d'autres championnats. Et là, depuis 3 ou 4 années, alors qu'il y a de nouveau un titre mondial, c'est un championnat à part de 5-6 courses. Alors, il y a une manche dans le cadre des 24 heures moto, par exemple. Ben, la finale, c'était au Portugal. Et alors là, c'est très, très loin des médias, malheureusement. Mais c'est vrai, on a cette année 2 Suisses qui sont champions du monde moto. C'est Dominique Gerter en supersport. Et encore une course ce week-end pour lui, la finale en Indonésie. Et puis, c'est Marcus Schlosser et Marcel Fries en sidecar. Bon, on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti, mais juste un mot bah, par rapport à toi. Tu as pu retrouver les paddocks ce week-end. Ça fait quoi? C'était très étrange parce que en salle de presse, c'est à peu près la même chose. Bon, là, il y avait beaucoup de monde par rapport à ces derniers Grands Prix. C'est la même chose, à part qu'on doit tous avoir des masques. Mhm. Et dans le paddock, il y a moins de monde qu'habituellement, bien sûr. Et c'est vrai, quand je suis arrivé, c'est un petit peu curieux. On a quand même l'impression que les gens te regardent drôlement, en tout cas de loin, comme si tout le monde avait peur. Mais après, les vieux, on finit toujours par se rencontrer. Donc, c'est sûr que c'était beaucoup de bonheur de vivre ça. C'était quand même un moment, c'était une journée historique. Je suis avec Sylvain Bolt pour évoquer ce slalom parallèle de ce week-end, filles et garçons. Il y a eu des papiers pour dire que bah, les forfaits, pour dire qu'on n'avait pas grand-chose à faire finalement comme les coureurs. En fait, est-ce que les absents n'ont pas eu raison? Je crois qu'on peut dire ça, clairement. Bah franchement, là, les Suisses, par exemple, si on prend le cas précis d'Odermatt, Meillard et Murisier, ils ont décidé d'aller en Amérique du Nord, de préparer les épreuves de vitesse. Franchement, ils ont bien fait. Parce que tous doivent progresser encore en vitesse. Là, ils ont une semaine d'entraînement là-bas, alors qu'un Pinturo, une Lara Berami, en gros, ils ont perdu leur week-end, sous la neige, sous la pluie, à faire ce vilain parallèle, quoi. Ouais, il y a cette spécificité, hein, la FIS n'en voulait plus, mais elle l'a organisé quand même. C'était un peu bâtard. Ouais, j'avais vu alors Peter Gerdol, le chef des courses féminines de la FIS, au téléphone juste avant ses épreuves, qui devait se justifier un petit peu. Et puis en gros, il m'a expliqué que la FIS, enfin eux, au conseil, enfin ils n'ont pas proposé ça en fait, si tu veux, ils n'ont pas proposé ces épreuves Mhm. de parallèle, mais le conseil de la FIS au printemps s'est réuni puis a dit, en fait, ça serait bien d'avoir quand même une épreuve supplémentaire, puis pour pas trop chambouler ce calendrier où il y avait la moitié d'épreuves de vitesse, la moitié d'épreuves techniques, ils ont décidé de rajouter un parallèle comme ça, c'est un petit peu entre les deux, c'est un petit peu, on sait pas trop, un peu un no man's land, et puis finalement c'est pour ça qu'ils l'ont rajouté. Donc c'était déjà un désaveu de la part de la FIS de Peter Gerdol de dire que il n'était pas planifié de base, Ouais. tu vois. Il y a le truc bah, technique que moi je comprends moyen parce que ça fait longtemps que j'ai pas skié. Mais je crois que c'est Murisier qui l'a le mieux résumé. Finalement, c'est une espèce de semi-slalom, semi-géant avec des skis géants et c'est dur de tourner. Exact, ouais. Alors il avait dit, c'est comme si t'es dans un bolide de 4 mètres alors que la route elle fait 2 mètres de large, en gros. En fait, si tu veux, avant il y avait on a testé le format géant parallèle, on a testé le slalom parallèle et on a testé le parallèle. C'est ni l'un ni l'autre de base. Mais en fait, c'est plus ou moins l'écart entre les portes, il se rapproche plutôt du slalom.
que du géant, donc au niveau de la distance entre deux portes. Mais par contre, t'as des skis géants. Donc ce qui fait qu'en gros, je sais pas si ceux qui ont vu les images ce week-end, tu dois drifter parce qu'en fait tes skis sont beaucoup trop longs pardon, pour l'écart entre les portes. Donc c'est un petit peu un entre-deux qui est pas très joli à voir et puis qui est aussi assez dangereux parce que du coup les fautes, si tu passes dans le run d'à côté, ben tu peux carrément découper ton adversaire parce qu'ils ont des couteaux sous les pieds, donc c'est hyper dangereux. Est-ce que c'est pour ça que c'est une discipline proche du slalom avec des skis géants, qu'il y a eu des vainqueurs qu'on connaît pas finalement, parce que je mets au défi ceux qui écoutent ce podcast de dire juste du premier coup le nom des deux gagnants. Bah, même nous on a galéré, hein. Voilà. Puis comme tu disais, Good qui sort, Pinturo qui sort, c'est dommage parce que ça décrédibilise encore plus une discipline qui n'était pas crédible. C'est ça. Bah ça prouve juste des intérêts. L'exemple de Pinturo, il est bon parce que lui, il sort rarement en géant. Là, tu vois, il sort parce que finalement, c'est ni un géant ni un slalom. Et puis lui, avec ses skis de géant, et puis il a de la peine à tourner. On a vu plusieurs coureurs passer entre la porte, hein, enfin au milieu de la porte. Ouais. C'est assez ridicule, c'est des images marrantes, mais finalement, ça décrédibilise aussi la discipline. Et cet entre-deux, il est pas bon, quoi. Est-ce qu'on peut officialiser le fait que ce sera le dernier? Je pense que ça sera le dernier, ouais. Il y en aura un au jeu, mais sous la forme d'un team event. Mais je crois que la FIS doit et va repenser ce format. Vraiment quelque chose de nouveau. Il faut qu'ils inventent quelque chose de nouveau. J'ai pas la solution, mais je crois que c'est la fin du parallèle, ouais. Est-ce que c'est pas un désaveu pour la FIS parce qu'elle essaye de trouver désespérément des nouveaux formats pour, avec plein de guillemets, intéresser les jeunes? Déjà, je me demande qu'est-ce qu'un jeune va s'intéresser à une discipline comme ça plus qu'un vieux? Je comprends pas le truc. Et puis, est-ce que ça va pas sauver la mise au combiné? Ça pourrait, ouais. Ça pourrait être le réveil, la résurrection du combiné, ouais, clairement. Parce que finalement, tu prends deux disciplines de base du ski alpin dans le combiné. Alors que là, t'inventes quelque chose de complètement nouveau et comme tu dis, qui intéresse pas forcément les jeunes. Donc, oui, je pense que le combiné a peut-être encore sa place, ouais. Bon, on avait vu que la FIS aussi avait complètement merdouillé le truc avec le combiné en inversant les départs, ce qui, déjà, il y a moyennement de suspense dans cette discipline, là, il n'y en avait quasiment plus. La course durait 5 minutes finalement au niveau du suspense. Comment est-ce qu'on peut inventer encore des trucs dans le ski? Est-ce que finalement, il faudrait pas se dire c'est une discipline historique, c'est une discipline un peu à l'ancienne, on assume. Ouais, moi je pense qu'il faudrait, c'est une bonne idée, il faudrait assumer ces 4 disciplines de base. Il y a déjà un calendrier qui est assez chargé, donc on pourrait rester là-dessus et puis peut-être inventer des formats inédits, peut-être sous la forme de compétition duel avec un vrai parcours et puis pas des pénalités de 50 centièmes comme on a eu là, des pénalités maximales qui biaisent complètement la course parce que c'est pas le plus rapide qui a gagné ce week-end. Surtout, on comprend pas. Voilà, c'est ça part dans tous les sens. Donc pourquoi pas faire des compétitions un peu sous la forme de gala, il y a ces démonstrations, il y a le slalom de Grand Montana à la fin de l'année qui a son public avec des vins chauds et tout en nocturne comme ça, qui pourrait être complètement autre, enfin en dehors du circuit de la FIS, puis avec un joli prize money, avec peut-être des invités, t'invites les 2-3 rising stars de la saison, les jeunes prometteurs, tu prends le top 10 mondial, puis tu as un ou deux invités surprises, et puis ça peut être là ça peut intéresser aussi en prime time un autre public avec un nouveau concept et puis peut-être aussi un petit peu plus de storytelling là autour, tu vois. Bon, on en est à combien on en est de temps pas qu'on déborde trop, c'est bon, il nous reste 4 minutes. C'est une saison très très importante forcément pour les skieurs, mais peut-être encore plus pour les Suisses. Il y a ces JO qui arrivent et on sait que Lara Gut ne rajeunit pas, Beat Feuz ne rajeunit pas, Carlo Janka ne rajeunit pas. Est-ce que tu penses déjà qu'ils iront plus longtemps que cette saison après les JO de Pékin? Et puis deux, est-ce que on peut tout miser sur des JO ou est-ce qu'il faut quand même aller voir un peu plus loin avec ses super talents? Parce que Feuz, il a quoi, 36 ans? Ouais. Un truc comme ça, et puis on sait que l'expérience compte pour beaucoup en descente. Mais est-ce que tu les vois déjà tout miser sur ces JO et aller plus loin, quoi? Alors, je pense que c'est leur dernier jeu, à ceux que tu as cités là, la plupart, hein, les cadors un peu de Suisse.
tout miser sur les jeux, c'est difficile, surtout qu'en plus en Chine, ça va être complexe avec la neige qui va pas du tout ressembler à des conditions Alors, de est-ce Coupe qu'elle est du Monde. agressive ou pas? Alors, c'est de la neige agressive. C'est de la neige qui sera très froide. Je crois que ça sera un petit peu de la neige qui ressemble à celle d'Amérique du Nord, assez froide et du coup assez agressive, et aussi de la neige artificielle, vu qu'il n'y a pas beaucoup de précipitations là-bas. Mais il fait très Oui, froid. il a déjà neigé. Hein, Ouais, vu ouais, les il a films. neigé un tout petit peu, puis il fait super froid, donc ça va tenir. Donc voilà, mais les conditions, c'est un petit peu l'inconnu parce qu'en plus on n'a pas eu les épreuves pré-olympiques. Ouais. Donc voilà, ça va aussi un peu influencer les résultats là-bas. Et il y aura des surprises à mon avis, ben, comme chaque fois au jeu. Mais je pense pas qu'ils vont tout miser là-dessus. Je pense qu'il y a un Bad Voice s'il gagne Wengen encore une fois, qui peut refaire quelque chose à Kitzbühel. Il sera très chaud pour ça plutôt. Et puis la Ragout Berami non plus ne veut pas enfin personne veut vraiment se projeter quoi. Donc c'est difficile à dire, personne s'exprime vraiment sur les jeux. Puis t'as un Marco Odermatt qui lui carrément pas, ça lui fait pas vraiment rêver quoi, il est plus Coupe du Monde. Alors, deux dernières questions. Premièrement, est-ce que, comme tu dis que la neige risque de ressembler à ce qu'on a en Amérique du Nord, est-ce que les courses qu'on y dispute tout soudain là-bas, ça va être peut-être un avant-goût de ce qu'on verra en Chine, puis qu'au niveau de la préparation, c'est plus là qu'il faut miser gros plutôt que les courses européennes traditionnelles pour voir un peu la hiérarchie sur cette neige différente. Ouais, c'est possible, hein. Il y a souvent des skieurs qui marchent bien en Amérique du Nord. C'est le cas de Bite Mhm. justement. Et puis du coup, ça peut être déjà des enseignements, mais je crois que c'est difficile à se projeter sur les jeux parce que là, on n'a vraiment pas eu d'occasion de voir cette piste aussi, et puis de la skier, donc ça sera une nouveauté pour tout le monde. Après, ça peut soit avantager les expérimentés, qui justement ont peut-être plus de facilité à apprivoiser un nouveau tracé et moins Mhm. peur de l'inconnu, mais d'un autre côté, un jeune, justement, comme on a vu Marco Dermat à Cortina sur une piste qui était aussi nouvelle, ben, il était quoi, au pied du podium, alors qu'il n'avait pas fait de super de résultats en descente avant ça. Donc, c'est aussi la preuve qu'il y a des surprises sur des nouveaux tracés, quoi. Puis la Ragout Berami est sans doute dans l'avion à l'heure actuelle, ça veut dire qu'elle est vaccinée. Ouais, je pense qu'elle est restée à l'air parce qu'elle n'était pas encore. Il y avait Doublement. le délai, je pense, hein, Ouais. parce qu'elle est pas fan du parallèle, donc j'étais un peu étonné de la voir Mhm. là-bas, mais je pense qu'elle était en Europe, donc elle s'est dit pourquoi pas. Et puis oui, ça veut dire qu'elle est vaccinée, du coup, on espère la voir en forme en Amérique du Nord. Tant mieux, ça fait un débat à la con, de moins. Pour terminer, on va parler de ce Marco Odermatt. J'ai vu qu'au niveau des bookmakers, c'était lui le grand favori de la saison pour le gros globe. Est-ce que ça te paraît logique déjà? Et puis aussi, est-ce que le rééquilibrage entre les disciplines permet de l'imaginer tout en haut? Ouais, clairement, bah, ça parle clairement en sa faveur avec les épreuves de vitesse où il est super bon en super G. Il fait des podiums, il en gagne aussi. Il va peut-être encore en gagner plus cette année. Et puis en descente, il a fait des immenses progrès. Mhm. En géant, il est complètement au niveau de Pointuro, donc il est clairement avantagé par rapport à ça. Et puis on sait que le triptyque super G, descente, géant, souvent ça a lieu dans la même station, par exemple Mhm. les épreuves de vitesse, puis du coup tu as les entraînements de descente qui te permettent aussi d'apprivoiser le tracé, Ouais. et puis du coup de faire des points en super G en descente. Pointuro il a moins ça vu qu'il fait pas la descente pour le moment. Donc oui, mais la saison est longue, et puis je pense que Pointuro il est quand même encore là, même si c'est un petit peu ramassé ce week-end au parallèle. Mais ça va être une belle bataille, on se réjouit vraiment parce que la saison, je pense qu'elle va se décider vraiment au final de Meribel. En tout cas, j'espère. Et puis, ça serait joli d'avoir une petite revanche. Pointuro est venu gagner dans le jardin d'Odermatt à Lanzerheide. C'est vrai. Si là, Odermatt gagne dans celui à Courchevel chez Pointuro, ça serait joli, non? Bon, dernière question, piège, est-ce que Wendy Holdener va gagner un slalom? Ah, déjà, elle sera de retour ce week-end. Ça, c'est déjà beau. Et ouais, pourquoi pas un premier slalom au JO? Ça serait cool. Ce serait top. Ça serait pas mal, ouais. Merci Sylvain. Merci à toi. À bientôt. Alors, je suis avec Valentin Schnork qui est en train de rentrer de Lucerne pour ne rien vous cacher. Valentin, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que le pari de Murat Yakin est réussi déjà. Ouais, réussi. Enfin, disons il avait un héritage à assumer. Il avait une équipe à continuer à porter, mais en même temps, il devait mettre sa patte parce que sinon, il allait être un petit peu relégué, puis il allait forcément être
on allait forcément toujours faire référence au passé, et lui, il devait absolument s'imposer dans ses idées, imposer ses idées, mener l'équipe vers autre chose, pas forcément quelque chose de différent, mais quelque chose qui permette de donner une voie un petit peu, qui change un petit peu de ce qu'il y avait avant, et il l'a très bien fait. Alors, forcément faire référence au coup de chance qu'il a eu contre l'Italie, les deux pénaltys de Jean-Pigno. Enfin, ça joue peut-être ça jouera de son histoire à la tête de l'équipe de Suisse, mais c'est clair qu'au final, l'équipe de Suisse s'est qualifiée directement pour un mondial devant l'Italie, et le choix de Murat Yakin s'inscrit là-dedans, s'inscrit dans c'est la preuve que c'était sans doute une bonne idée de partir avec lui. En tout cas, il y a pas grand-chose qui permet de dire que c'était pas le meilleur choix à faire, et que tout s'est plutôt pas mal embriqué depuis 3 mois maintenant, et c'est finalement une juste récompense de voir la Suisse aller directement au mondial dans ce groupe de qualifs-là. Et c'était vraiment pas acquis à la base. Tactiquement, tu l'as écrit souvent, c'est souvent la même chose sur le papier, mais très différent dans les intentions selon l'adversaire. Ouais, il s'adapte forcément, il est toujours dans l'adaptation, et puis alors il adapte son équipe surtout dans les principes plus que dans le système, et ça c'est quelque chose sur lequel il a beaucoup insisté le dimanche en veille de match contre la Bulgarie, où il disait que c'est pas en changeant le système qu'on va marquer plus de buts, mais par contre en mettant des autres profils, en faisant en sorte de jouer plus haut sur le terrain, on peut arriver à d'autres choses, à une phase offensive qui est appréhendée d'une autre manière, de pouvoir avoir une hauteur de bloc beaucoup plus haute, beaucoup plus de possession. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, on a vu Murat Yakin contre des petites équipes, et on a vu ce que ça donne, c'est proactif. On a vu Murat Yakin contre des grosses équipes, on contre une grosse équipe, donc en l'occurrence l'Italie, et on a vu que c'est beaucoup plus attentiste, et c'est réactif plus que proactif, même si lui, il parle il insiste sur le fait qu'il faut agir même contre les grosses équipes, et il a beaucoup dit avant le match à Rome de la semaine dernière, de vendredi. Il faut agir, mais agir, ça veut dire surtout savoir ce que tu dois faire quand tu as le ballon. Ça veut pas dire être en domination totale. Ça veut pas dire vouloir tout le temps le ballon, vouloir prendre des risques inconsidérés. Ça veut dire faire en sorte que le match soit comme tu l'avais prévu, et comme tu as envie de l'amener sur le chemin sur lequel tu as envie de l'amener. Et contre l'Italie, surtout en première mi-temps, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire un bloc un peu plus médian, voire bas par séquence, voire haut aussi par séquence, mais surtout médian, et qui était capable de repartir très vite ensuite à la récupération du ballon. Donc ça participe de sa vision. Je pense qu'on n'aura jamais l'équipe de Suisse qui sera hyper haut dans le terrain, hyper agressive, à vouloir insister sur la possession contre les plus grosses équipes. Mais en tout cas, il y aura toujours une idée de comment faire en sorte que le match il tourne dans le sens de la Suisse. Alors il y aura peut-être pas toujours des pénaltys qui seront manqués à la dernière minute, ça c'est clair. Bon, on a aussi loupé un penalty qui a failli nous coûter cher. Hein. Ouais, mais alors c'est clair que de manière rétrospective, ce penalty loupé de Seferovic contre l'Irlande du Nord, puisque c'est à ça que tu fais référence. Sur le moment, il est hyper frustrant. Mais en même temps, il symbolise une équipe de Suisse qui n'avait quasiment rien fait en Irlande du Nord à Belfast pour forcer son destin. Alors, il y avait des absences. C'était le premier rassemblement de Yakin. Le match tombait 3 jours après celui contre l'Italie à Bâle, le 0-0 de Bâle. Donc, disons que c'était pas la priorité. On a bien compris que c'était pas la priorité de Yakin à ce moment-là, de travailler offensivement, de travailler comment bouger un bloc agressif, mais bas. Et c'est quelque chose auquel il a remédié par la suite avant le match à Genève contre l'Irlande du Nord. Donc, disons qu'il a dû forcer le destin aussi après ce 0-0. Et il l'a plutôt bien fait en mettant un système de jeu qui sans doute convenait mieux, et surtout qui permettait de mettre Shaqiri dans les meilleures dispositions, savoir en numéro 10, tout en gardant son idée de défense à 4. Il a compris qu'il fallait du mouvement, et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel tous les joueurs ont beaucoup insisté ces derniers temps, c'est que sans mouvement, on n'arrive à rien, et le match à Belfast n'avait aucun mouvement, c'était statique, et c'est une des raisons principales pour laquelle ça n'avait pas fonctionné là-bas.
Mais oui, c'est clair qu'à posteriori, tu pouvais te dire que ce match-là allait coûter cher. Moi, je pense surtout que ça a permis à Yakin de jouer la chose un petit peu différemment. Ce match à Belfast, si la Suisse le gagne, ça ne donne aucun enseignement intéressant sur lequel construire son équipe. Le fait de faire le 0-0, ça force Yakin à faire autre chose. Et le résultat valide cette idée-là qu'il faut faire autre chose. Donc, au final, c'est sans doute peut-être un mal pour un bien. Je ne sais pas comment ça se serait passé si la Suisse avait gagné à Belfast, si elle est arrivée en Italie avec 2 points d'avance. Sans doute que peut-être il aurait joué le match de manière un petit peu différente, peut-être un petit peu plus prudente. On est dans l'ordre de l'hypothétique, mais disons que ça aurait sans doute pas été complètement pareil, en tout cas. Est-ce que d'avoir ce système identifié que tu peux moduler selon les envies et les adversaires, ça permet justement d'incorporer des nouveaux, de ne pas paniquer parce que tu as cet absent? Est-ce que c'est un système commun qui est quand même très utilisé en club par beaucoup de joueurs? Est-ce que ça rassure finalement? Alors, sans doute que c'est beaucoup plus facile d'intégrer des joueurs là-dedans. Disons que si on fait référence à ce que Petkovic faisait l'année passée, enfin, jusqu'à cet été plutôt, disons que quand tu devais prendre tout le côté, je sais pas, la Zuber, prendre tout le côté gauche, et que c'est pas forcément un rôle que tu as l'habitude de jouer en club, ou bien alors que tu dois être à l'intérieur, mais pas trop, mais pas trop non plus, comme Mbolo ne faisait pas forcément tout le temps à l'époque avec Gladbach. C'est des rôles qui sont un petit peu plus complexes. Là, c'est clair. Ce 4-2-3-1, c'est quelque chose qu'ils connaissent tous. Et en gros, soit tu es un joueur d'axe et tu peux jouer au milieu, soit tu es un ailier et puis tu as tes qualités, ton profil, mais tu restes un joueur de côté, essentiellement de côté. Donc, en tout cas, d'un point de vue défensif, ton travail n'est pas très complexe par rapport à ce qu'on te demande généralement. Qu'on joue haut, qu'on joue bas, tu adaptes selon tes qualités. Si tu es quelqu'un d'hyper intense, bah, tu joueras plus haut et puis on te mettra dans les matchs où il faudrait jouer plus haut. Là, c'est clair que Okafor, il s'est intégré comme facilement, qu'il joue en pointe, qu'il joue sur le côté. Ça lui correspondait et c'est un rôle qui est qui est assez facile à interpréter finalement, de prendre la profondeur contre l'Italie ou bien de provoquer contre la Bulgarie hier. C'est quelque chose qui lui correspond assez bien et dans lequel il peut se rendre assez facilement. Tu vois, il mérite aussi quand tu le mets sur un côté. Alors certes, il touche 2 ballons sur sa demi-heure qu'il joue en Italie, mais il est dans un rôle qu'il connaît finalement et c'est assez facile d'intégrer des joueurs. Et on a un réservoir qui permet aujourd'hui d'avoir des joueurs, au moins 3 ou 4 joueurs à peu près tous les postes. Et ça, c'est quand même intéressant. Ça, c'est une nouveauté, ouais. On a appris aussi que le coach avait prolongé automatiquement jusqu'en 2024 là. Et lui a prolongé entre guillemets ses jeunes parce que maintenant on sait que Zekiri jouera avec la Suisse, Kimeri jouera avec la Suisse, Okafor jouera avec la Suisse. Ça, c'est pas un luxe parce qu'on avait besoin de cette profondeur. Et puis on a découvert aussi que Fabian Frey il peut jouer un peu partout. Et puis dès que ça va pas trop vite, c'est un vrai joueur de foot encore. Ouais, alors je ne sais pas jusqu'où on ira avec Fabian Frey parce que je pense quand même qu'il avait certaines carences, en tout cas au très haut niveau. Mais tu vois, hier, dans un rôle hyper confortable en défense centrale où il peut faire le jeu tranquillement face à une équipe qui n'attaque pas trop, il va être à l'aise. Tu le mets au milieu à devoir simplement couper les brèches, il peut le faire aussi. Est-ce que c'est vraiment l'avenir passe par Fabian Frey? Je ne suis pas convaincu, mais je pense que Yakin en fait un élément de confiance. Il en fait aussi un élément de confiance dans le sens où il sait qu'il n'est pas obligé de le faire jouer et qu'il est simplement là pour combler des brèches. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas au moment où on parle, il y a un certain réservoir, mais la Coupe du Monde arrive en très longtemps finalement. Arrive dans un an, normalement ça arrive 6 mois après les qualifs de Coupe du Monde. Là, c'est dans un an. C'est plus ou moins ce que j'ai écrit ce matin, mais il y a un an où on était l'équipe de Suisse. Quelle certitude elle avait? Elle en avait elle en avait très très peu. Elle avait son système qu'elle connaissait, elle savait qu'elle aimait jouer au ballon, qu'elle aimait ressortir depuis derrière. Mais elle avait de la peine à gagner. On se plaignait du fait qu'elle avait de la peine à marquer aussi des buts. Donc voilà, en un an, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, beaucoup de joueurs qui peuvent avoir des destins un peu particuliers. Donc faut pas s'enflammer. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un réservoir sur lequel compter au moment où on parle. Il faut espérer que Okafor continue sa progression, que Mbolo reste toujours aussi fort quand il n'est pas blessé.
quand JLVD soit au top, parce que c'est quand même là où on a peut-être le moins de réservoirs sans défense centrale. Il faut quand même ça, quoi. Maintenant, si tu as un Zakaria qui revient à un niveau comme il le montre depuis un mois, tu es peut-être assez serein dans l'autre jeu, quand chacun reviendra. C'est clair qu'aujourd'hui, tu es content, mais qu'est-ce que ce sera dans 6 mois? Moi, je n'arrive pas à m'engager, et encore moins dans un an. Il faut juste espérer que ça se poursuive bien, et puis que s'il y a l'embarras du choix, alors la Suisse pourra avoir certaines ambitions. Vite en vitesse, programme de l'année prochaine, ça risque d'être quoi? Peut-être un petit tournoi au Qatar là en mars, la Ligue des Nations en Suisse ensuite. Ça risque de ressembler à ça? Alors, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que les matchs de mars ne sont pas encore planifiés. Il y a forcément des sollicitations pour des matchs amicaux, mais je pense qu'il faut encore étudier un petit peu la question. On peut imaginer que la Suisse fera un petit tournoi avec deux matchs au mois de mars. Peut-être au Qatar. On sait que la France est assez intéressée d'aller au Qatar, en mars. Parce que la Suisse avait été invitée il y a 2 ans là, avec la Croatie et la Belgique, mais le Covid était passé par là. Tout à fait. On peut imaginer que ça permet de rattraper le coup. Donc, je pense que je crois que Yakin a envie d'avoir un truc qui soit assez compétitif, donc une forme de petit tournoi, ça peut être intéressant pour lui, intéressant pour préparer son équipe. Ensuite, oui, ce sera la Ligue des Nations en juin, septembre, octobre, sauf erreur, si je ne me trompe pas, et départ pour la Coupe du Monde à la mi-novembre. Je crois que les joueurs seront libérés une semaine avant le début du mondial. Alors, mondial un petit peu particulier en hiver, mais en même temps, des joueurs qui devraient être un peu plus en forme, un peu moins essoufflés, et puis éreintés par la saison qu'ils auront vécue. Ça peut promettre quelque chose d'assez intéressant. Alors forcément, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Daniel Visentini, salut d'abord. Salut Romain. La Suisse se qualifie 5 fois de suite pour un mondial. La Suisse joue un quart de finale de l'Euro perdu au penalty. La Suisse peut changer de coach au milieu d'une qualif et passer tranquille devant l'Italie. On peut le dire, on est un pays de football. Je ne sais pas si on est vraiment encore un pays de football, mais en tout cas, ça commence salement à y ressembler parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a eu pas mal de doutes autour de cette génération-là qui accomplit des choses incroyables depuis maintenant quelques années. Il y a pas mal de doutes donc sur… tout le monde la comparait avec la génération exceptionnelle de 1994. Je crois que maintenant, il n'y a plus de comparaison possible. On a une équipe qui, en 2021, élimine la France championne du monde et ne s'incline qu'à 10 contre l'Espagne au tir au but. Et cette même équipe-là, ensuite, après avoir changé de sélectionneur et avec une pléthore de blessés, réussit à terminer devant l'Italie dans le groupe C pour se qualifier directement pour le mondial. Je pense que là, je ne sais pas si on va revivre ça très souvent, mais ça dit quand même que cette génération-là est exceptionnelle et la plus exceptionnelle de tous les temps. Ça va vite quand même parce qu'il y a 1 an, on sortait d'une année, on avait joué que des gros. On l'a dit ensuite, les résultats étaient corrects, mais il n'y avait pas de victoire pendant 1 an. Ensuite, il y a cette victoire sur tapis vert contre l'Ukraine. Après, il y a l'Euro où il fallait lapider la moitié de l'équipe sur la place publique après un match et demi. Ça tourne vite quand même. Ouais, ça va vite. Ça raconte aussi un peu le désamour qui a accompagné pendant trop longtemps les performances que réussissait Vladimir Petkovic avec cette équipe. Et puis, je crois que s'il y a eu rupture, par exemple, entre Hitzfeld et Petkovic dans la manière d'aborder la mentalité du jeu et des matchs qu'il a mis en place, il y a aussi une forme de rupture, je veux bien le concéder, avec Murat Yakin, mais une forme de continuité, surtout dans l'idée du jeu. Et puis Murat Yakin s'en est rendu compte d'ailleurs, parce que quand il commence de manière très défensive, à la force des choses, il a beaucoup d'absents contre l'Italie et ensuite en Irlande du Nord, il se dit qu'après, il faut revoir les choses. Et le deuxième match contre l'Italie, il se joue en 4-2-3-1 et pas en 4-1-4-1 avec un bloc bas. Donc l'équipe de Suisse évolue, elle a voulu naturellement, parce qu'elle sait faire de mieux, savoir jouer. Et c'est surtout là que le progrès est extraordinaire. L'équipe de Suisse ne spécule plus, elle joue, elle s'organise un peu différemment maintenant avec Yakin, et je veux croire même qu'elle va s'organiser de manière
encore plus efficace, mais elle a cette idée de jeu qui reste très prégnante en elle. Là, on a lu sur le matin.ch ce matin le président Blanc qui est très optimiste, qui ne s'interdit pas à viser très haut. Il y a quand même une rupture en coulisses aussi après la Russie. Bien sûr, ce qui s'est passé en Russie, ça a été le sommet d'un dysfonctionnement qui était incarné par l'ASF elle-même. Je dis l'ASF de l'époque, à savoir le président Peter Gilieron, le secrétaire général Alex Micher, le chef de presse Marco Fona, et il y avait quelque chose qui dysfonctionnait de manière assez grave au sein même de l'équipe de Suisse, la gestion de l'aigle bicéphale mimé par Shaqiri, Xhaka et Lichtsteiner en est l'exemple le plus déplorable, parce que même si ce geste-là n'a peut-être rien à faire sur un terrain, au bout d'un moment, il faut quand même s'organiser pour gérer la communication autour de ça. Cette gestion-là a été déficitaire et c'est ce qui a conduit à polluer l'ambiance au sein de l'équipe, autour de l'équipe et entre l'équipe et ses dirigeants jusqu'au huitième de finale avec le fiasco qu'on sait contre la Suède. Après ça, il y a eu les états généraux. Il y a eu un rapport Heusler qui a pointé le doigt sans aucune complaisance sur tout ce qui dysfonctionnait. On a vu le résultat, un nouvel homme à la communication, un nouveau président de l'ASF, et il y a quelque chose de nouveau, un nouvel esprit qui souffle. Le nouvel esprit, il est comme personnifié un peu par Murat Yakin. C'est différent, il faut l'avouer, de Vladimir Petković. Et ce type est très étonnant, je trouve très intéressant. Murat, il est fabuleux. C'est quelqu'un qui... c'est un flemmard, mais un flemmard génial. Si tu lui donnes une équipe de football, pendant les 2-3 premiers jours de la semaine, il ne faut pas t'attendre à le voir très souvent. J'ai parlé avec plusieurs joueurs dans des équipes qu'il a pu entraîner. Ma foi, il ne s'inquiétait pas trop quand Murat démarquait le jeudi. Ce qu'il aime, Murat, c'est préparer un match, avoir des illuminations tactiques et sentir les choses, sentir les événements. Pour ça, il est extraordinaire, tout simplement. Il ressemble au joueur qu'il était. Ouais, à l'instinct. Il n'a pas de plan préconçu. Il va réagir en fonction des événements, en fonction de l'adversaire. Que cet adversaire s'appelle Italie ou Lituanie, il va s'adapter. Et c'est là où la rupture existe avec Petković. En même temps, il va s'adapter en étant conscient des armes, de la confiance et de l'acquis de cette équipe de Suisse qui préexiste. Donc, il a un amalgame qui est très intelligent et très intéressant maintenant pour la Suisse. Cette équipe de Suisse, depuis la victoire contre la France ou contre la Turquie, c'est ça qui a quand même lancé un cercle vertueux. Tu peux faire tout le travail de com que tu veux. Si tu n'as pas les résultats, tu vas prendre les gens pour des cons. Là, il y a vraiment eu ce point tournant de l'été qui a rapproché l'équipe du peuple, entre guillemets, et l'ASF a su thésauriser là-dessus en allant dire bonjour à Lausanne, en allant dire bonjour à Genève, en allant dire bonjour au Tessin, et en s'ouvrant enfin, ce qui fait du bien à tout le monde. Oui, tout à fait. Il y avait un déficit d'amour autour de cette équipe de Suisse. Ne me demande pas pourquoi, moi je pense que c'est principalement pour des mauvaises raisons. Il y avait un vent d'inimitié qui tournait autour de Petković, autour de certains joueurs qu'on considérait comme pas assez suisses ou pas assez reflétant l'identité du peuple suisse. Tout ça, pour moi, c'est des balivernes. On a là des joueurs qui jouent et qui donnent leur maximum pour le maillot suisse, un Granit Xhaka ou un Stefan Lichtsteiner, ou maintenant il n'est plus là, mais n'importe quel joueur de cette équipe de Suisse a le sentiment suisse chevillé au corps. Et ce n'est pas grave s'ils sont originaires d'ailleurs. Ils se battent pour cette équipe et ils sont fiers de ce qu'ils font avec cette équipe. Et c'est comme ça que les choses progressent et changent. Maintenant, il est certain qu'avec quelqu'un comme Murat Yakin, pour porter ce message-là, on aura quelque chose de plus chaleureux, de plus charmeur, de plus chatoyant que quelqu'un comme Vladimir Petković, qui était assez froid, assez distant, en dépit de toutes ses qualités techniques. Bon, maintenant, c'est long. C'est dans une année la Coupe du Monde. On en parlait avec Valentin avant. Comment est-ce qu'on meuble une telle attente? Parce qu'il y aura des nouveaux joueurs, il y en a qui vont se blesser, il y en a qui vont revenir, il y aura des révélations, il y aura des matchs amicaux, beaucoup de matchs amicaux, la Ligue des Nations.
On a beau dire, on a beau faire, ça reste des sortes de matchs amicaux. Comment va se passer cette longue année 2022? Ben, on a un peu posé la question à Mourad Yakin hier, quand je l'ai vu après la conf de presse, je lui ai demandé, mais comment tu vas faire maintenant? Et tu vas avoir une cralée de joueurs qui étaient blessés, et pas des moindres, des titulaires en puissance, qui vont revenir. Chaka, Seferovic, Mbolo, Akanji qui était suspendu hier, Elvedi blessé, Zuber blessé. Tous ces joueurs-là vont revenir. Puis maintenant, tu as un groupe très élargi, avec plein de jeunes que tu es allé chercher un peu partout, avec le miracle qui s'est passé, qui n'en est finalement pas un. Comment tu gères tout ça? Et là, on retrouve Mourad dans toute sa splendeur. Parce que Mourad, il te regarde comme ça, il sourit, puis il fait « Ah, tu sais, moi, je n'ai pas de plan prédéfini. Moi, j'ai le principe de performance. Je verrai sur le moment. N'importe qui devra jouer en club et être performant, parce que sinon, ça ne va pas m'intéresser. Et ça vaut pour Seferovic comme pour n'importe qui. » Et il est dans cette attitude-là, instinctive. On va au-devant de quelque chose de nouveau avec lui. On aura des surprises encore, sûrement, des nouveaux joueurs qui vont peut-être arriver, parce qu'il le sentira tel quel. Et c'est comme ça qu'il va construire quelque chose, en étant clair et net sur ses principes de base, le principe de performance. Et c'est peut-être pour la première fois qu'il va exister en Suisse. Les joueurs qui jouent au club et qui sont en forme vont jouer titulaires, et pas forcément les joueurs qui sont ceux qui sont établis dans la hiérarchie. Ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant pour nous aussi parce qu'on s'inquiétait il y a encore quelques mois. On voit que la Romandie est pleinement dans cette équipe dorénavant. Les nouveaux qui sont blindés, Zekiri, Imeri joueront pour l'équipe de Suisse toute leur vie. Il y a un retour des Romands qui fait du bien dans toutes les 6 mois, quoi. Ouais, ça fait du bien parce que quand même, il n'y avait pas beaucoup de Romands en 2018 au Mondial, on peut le dire comme ça. Il n'y en avait même aucun au départ du 11 de base contre le Brésil, le premier match en 2018. 0 Romand sur le terrain au coup d'envoi. Les choses changent, heureusement. Il y a des joueurs assez exceptionnels maintenant qui commencent à pointer le bout du nez, d'autres qui sont en devenir, comme tu l'as dit. Zekiri, on peut penser même à Ndoye, s'il monte en puissance à balle. Et des joueurs comme Castrioti Marie, bien sûr, le Servatien, qui a découvert pour la première fois l'équipe de Suisse, et puis qui rentre à 70e minute de jeu au stade olympique contre l'Italie. C'est extraordinaire ce qui se passe. Bon, on a surtout retrouvé Denis Zakaria, et ça a fait toute la différence. Oh, alors, quel match, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu crois qu'il se fait une bonne pub, lui, alors qu'il y a déjà la moitié de la planète qui veut l'acheter gratuit dans 7-8 mois, là. Il marche sur tout le monde, quoi. Quand il est dans cette forme-là, c'est Patrick Vieira. Là, il a été éblouissant. Et alors, je ne veux pas faire la comparaison avec celui qui était juste à côté de lui, Remo Freuler. Mais alors, s'il y en a un qui a su prendre la position préférentielle au milieu, c'est bien Denis Zakaria, et il a été éblouissant. Moi, j'aimerais pas être en face de Denis Zakaria sur le terrain, parce qu'en plus, quand il arrive au contact, il fait mal, ce con. Donc, vraiment, c'est une performance Maous costaud pour lui. C'est pas le seul à avoir fait ça. Shaqiri aussi, fabuleux. Peut-être qu'à Lyon, ils ont regardé le match et qu'ils se sont dit, tiens, peut-être que Shaqiri est peut-être un peu meilleur dans l'axe que sur le côté droit. Ça, on pourrait faire un débat là-dessus. Quelle est l'immense âne qui se dit, tiens, Shaqiri, 30 ans, il va être super sur l'aile droite. Mais ça, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai des collègues du Progrès à Lyon qui m'ont téléphoné pour me demander qu'est-ce que tu penses de Shaqiri, son poste préférentiel. Moi, j'ai répondu tout simplement que si Lyon avait pris Shaqiri pour le faire jouer en percussion sur le côté droit, il y avait hors de casting. Mais maintenant, j'espère qu'ils vont regarder le match contre la Bulgarie. Tu me diras, c'est que la Bulgarie en face, et puis la Suisse pressait beaucoup, il y avait le ballon. Mais néanmoins, Shaqiri décide de beaucoup de choses dans ce match. Bon, merci Daniel. Vivement l'année prochaine qu'on soit champion du monde. Mais c'est clair. À bientôt. Ciao, ciao.